mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci de nous retrouver. Très heureuse en tout cas de vous accompagner jusqu'à 9h30 aujourd'hui avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie prête à vous servir et bien sûr les rubriques habituelles que vous avez donc le pli de retrouver chaque lundi matin. Donc nous aurons Samira Hadjahmar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous fera un petit voyage du côté donc de Tamanrasset au cœur des massifs de Tafedest, une belle chaîne montagneuse qu'on aura à découvrir et surtout elle nous parlera de ce classement, du classement de cette chaîne de montagne, c'est très important, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous aurons également Hasna Zoubiri dans sa nouvelle rubrique, elle revient avec une nouvelle rubrique consacrée aux startups. Il s'agit de la rubrique Startup Fast Delivery. Elle nous fera un gros plan sur cette nouvelle startup et on découvrira avec elle leur passion et leur travail au quotidien. Une campagne de santé et de prévention sera aussi dans ce programme. Il s'agira donc de lutter contre la rage et bien sûr on aura un médecin, maître de conférence dans le domaine de l'épidémiologie. Elle sera là pour nous parler donc des gestes à faire en cas de morsure et surtout comment accompagner une personne qui a été donc mordue par un chat, un animal de compagnie ou carrément un animal errant. Elle nous dira tout en détail dans cette émission. Nous aurons des jeunes étudiants qui viendront nous parler d'un événement. Il s'agit donc de la deuxième édition du Business Road 2.0. Ça va se dérouler à partir du 11 donc du mois d'octobre. Et bien avant, il y aura aussi une formation qui sera donc tenue qui se tiendra entre le 6 et le 7 octobre. Il s'agira donc de rapprocher le monde donc économique et professionnel. Il va y avoir des étudiants, des diplômés, des mentors, des chefs d'entreprise, tout cela pour essayer de trouver des solutions innovantes dans des entreprises. Ça se fait un peu très souvent ces dernières années. En tout cas, les étudiants sont ravis de cette rencontre. Et puis, bien sûr, on aura aussi à fêter la journée méditerranéenne des côtes. Ça s'est donc célébré le 25. On aura à cet effet un chercheur en sciences marines sur notre plateau pour nous parler donc de cette dernière célébration et surtout les enjeux et surtout comment éviter la pollution, essayer de contrecarrer la pollution sur nos côtes dans le domaine donc de la recherche et surtout la Méditerranée, comment la préserver et respecter la faune et la flore marine. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et tout de suite, sans plus tarder, je vous laisserai en compagnie d'Amel Haribi pour la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors, on la retrouve toujours avec grand plaisir. Amel, bonjour. Bonjour Amel. Comment tu vas? Très bien, merci. Très en forme? Comme toujours. Avec le sourire. Avec la bonne musique Zahra nous met. Merci Zahra. Merci Zahra. Elle nous met en ambiance. Merci beaucoup. Pour vous, les années... J'adore, moi j'adore. 80. Exactement. Allez, il va faire beau aujourd'hui? Un peu couvert quand même. Un peu couvert. Oui. Tant mieux. Bah oui. Mais température... Ça va être un temps lourd quand même. Hein. Quand même. Ouais. Beaucoup d'humidité? Pas trop. D'accord. Les températures? Elles sont agréables. Agréables. Voilà. La saison. Très bien. Exact. Je te laisse présenter la météo. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé sur les régions de l'ouest et le centre du pays. Et bien, on aura un temps pré-orageux, mais plus vers les régions côtières et proches côtières de l'ouest et le centre qui peuvent donner mais quelques pluies par endroit. Vers les régions de l'est, eh bien un temps partiellement voilé, mais à noter aussi quelques pluies orageuses vers les hauts plateaux et les régions intérieures de l'ouest et le centre. La moitié sud, eh bien, des cellules orageuses se développeront vers le Bécharrois, le Nord Sahara, l'extrême sud, le Tassili. Ailleurs, rien à signaler, eh bien, le soleil sera bel et bien au rendez-vous. À noter des semonces de sable un peu partout vers les régions sahariennes, plus exactement le Bécharrois, le Nord Sahara, le sud des Oasis, le nord du Sahara oriental et le Sahara central. Eh bien, les températures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles seront plutôt agréables par endroits. Le minimum, 19 degrés seulement à Al Bayad, 23 à Djelfa, 26 degrés à Batna, également Tizi Ouzou, 29 Oran et Tlemcen, 28 degrés à Alger, à Naba, 27 à Guelma, 30 degrés Sétif, Constantine. Eh bien, au sud, on peut relever 29 degrés du côté de Gardaya, 30 à Bécha, 33 à Biskra, également Ouarglaï Hassim Saoud, 37 à Elizi et Janet, Tindouf, 36 à Tamanrasset, 40 à 41 degrés de Insalah vers Adrar et 42 à 44 degrés de Ingezem vers Borj Bidjimoutar.
Eh bien, la mer aujourd'hui se montrera plutôt calme sur les côtes centre, peu agitée sur les côtes ouest et est avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre et les vents seront variables, jusqu'à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est. Et on termine cette fois-ci ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h33. Pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Voilà, on va retenir 28 degrés sur Alger, donc oui. Température Agréable. Ça va, agréable, pas trop. Oui, ça va. Voilà, sauf que bon, l'humidité sera un petit peu plus élevée. Pas trop, non. Pas trop? Non, pas trop. Ciel couvert. Ciel couvert, très orageux, donc ça va être un temps un peu lourd quand même. D'accord. Mais donc pas de parapluie, pas de kawaii, rien du tout. Non, pas à ce point non plus. Mais on a encore le temps. Ouais. Profitez encore de ces températures, donc encore une fois, d'été indien, on va dire. On va dire, oui, c'est ça. L'été indien, voilà. L'été indien. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. On te dit à tout à l'heure midi, Inch'Allah, oui. 19h également pour notre bulletin météo. Avec plaisir. On te laisse repartir avec une belle chanson. Comme d'habitude. C'est une belle chanson, une belle reprise. C'est Hamza Namira qui chante. Donc Hamza Namira, c'est un artiste égyptien. Ah oui, il chante il a pris la chanson qui appartient à notre patrimoine musical Sha'bi. Allo Allo, c'est une chanson de Hajj El-Hashmi Gerwabi. C'est une très belle reprise. On vous laisse en compagnie de cet artiste. On se retrouve juste après. وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك جوزي للقصبة الو 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 وش حالك يا حومة بابا الو 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 وش راهي بحذاك القبة وش روحة لوليد فلان قولي له راني في غربة من وحشوش علت نيران من وحشوش علت نيران وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان الو 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 من فضلك راني نستنى الو 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 هذه الغربة طالت عنا الو 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 نتمنى نشوف ذيك الجنة باب الواد كثير المحال البير ما بغى يعيط طلنا ضرب النحو بقى غفلان ضرب النحو بقى غفلان وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يهتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب الحبيب الحبيب
جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان. J'espère que vous avez apprécié cette version donc de Allo Allo. Et cette fois-ci, on a le plaisir de recevoir un médecin qui va nous parler donc de la rage, plus précisément. Donc surtout revenir sur la journée mondiale de lutte contre la rage. Ça s'est déroulé hier, donc c'était célébré hier à travers le monde. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Amel Leila Rbouh. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes donc maître de conférence d'épidémiologie au CHU de Beni Messous. Vous êtes bien informé sur la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à lutter contre la rage. C'est une maladie, en fait, c'est une transmission qui est dangereuse. Il faut éviter, bien sûr, l'exposition et parler justement de la prévention beaucoup plus. C'est cela. Effectivement, donc la rage est une maladie mortelle et c'est réellement, la lutte contre la rage passe par la prévention. La prévention est au cœur de la lutte contre la rage. Cette prévention peut se faire en post-exposition, donc on verra par la suite tout ce qui est gestes, vaccination, etc. Mais c'est également d'éviter d'arriver justement à cette exposition, d'éviter d'arriver à cette morsure par la gestion de tout ce qui est chiens errants ou animaux errants. C'est ça. Et c'est-à-dire que ces animaux errants peuvent être vecteurs, ce sont des vecteurs directs donc, de cette rage, ce virus de rage. Et parler un petit peu donc, de la transmission, la chaîne aussi qui se transmet de l'animal vers l'homme. Effectivement, donc la rage est une maladie qui touche les mammifères et bien entendu également l'être humain. L'être humain est contaminé de façon accidentelle. Il n'est pas le seul à être contaminé, mais ce qu'on essaie d'éviter justement, c'est cette contamination vers l'humain. Et pour pouvoir éviter cela, il y a ce qu'on appelle l'approche One Health de l'OMS qui considère que pour cela, il faut également prendre en charge la vaccination des animaux pour protéger l'humain. Tout à fait. Alors bon, le problème ne se pose pas quand ce sont donc des animaux de compagnie qui ne sortent pas de la maison, mais en cas donc d'exposition directe à un animal extérieur, ça pourrait poser problème. Effectivement, donc les animaux domestiques doivent être vaccinés, bien entendu. Les propriétaires savent qu'on emmène le chien, le chat chez le vétérinaire annuellement pour la vaccination antirabique. On ajoute à cela que les animaux errants, effectivement, peuvent être vaccinés et c'est un des moyens de lutte les plus efficaces justement contre la rage. Il y a des pays qui font justement ce protocole pour essayer donc d'éradiquer cette maladie. C'est une maladie grave, dangereuse et mortelle. Oui, effectivement, parmi les pays qu'on pourrait citer en exemple, c'est la Turquie. La Turquie est connue pour aimer énormément les chats. C'est des chats errants. Et ils sont en liberté, ils sont calmes, ils sont sages. Oui, effectivement. Et donc, ils sont en liberté. Et la solution qui a été proposée, ça a été justement de les capturer, de les vacciner, puis de les relâcher. Et donc, c'est une option qui a effectivement donné ses preuves. Peut-être qu'on pourrait faire pareil. Ça pourrait être une très bonne option, effectivement. Voilà. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs par l'OMS. Tout à fait. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a donc normalement une prophylaxie qui doit être faite. D'abord, ça commence par les médecins vétérinaires. Effectivement, donc les médecins vétérinaires, déjà pour les étudiants, quand ils passent de la phase préclinique vers la phase clinique, ils sont pris en charge en termes de vaccination. Ils doivent se faire vacciner avant de passer au stage clinique en fait de leur formation. Et de même pour les vétérinaires, une fois qu'ils sont diplômés, ils sont invités à se faire vacciner et de faire leur rappel annuellement par rapport à la vaccination antirabique. Ça, c'est ce qu'on appelle la vaccination pré-exposition et elle est adressée aux personnes qui sont à risque d'être justement mordues ou exposées à une... Ils manipulent des animaux, quelquefois ce sont des animaux errants, on leur ramène des animaux, il faut vite agir, les sauver s'ils sont renversés par une voiture, etc. Donc il faut vraiment agir. Alors dans ce cas-là, ils doivent se prémunir, quelquefois ils portent des gants, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, donc il est préférable de se prémunir par le biais de la vaccination. Lorsqu'on doit le rappeler, la rage est une maladie mortelle. Une fois que les symptômes sont là, elle est mortelle. C'est ça. Donc il n'y a pas de thérapeutique, il n'y a pas de traitement qu'on peut proposer aux personnes atteintes une fois que les symptômes sont là. Donc la seule solution, c'est la prévention. Et la prévention ne peut se faire que
avant, donc forcément c'est avant les signes. Et donc c'est durant, si la personne a été mordue ou si elle a été exposée, elle ne peut se faire que durant la période d'incubation. Et l'incubation, en fait, c'est le moment qu'il y a entre la personne où elle a été exposée, donc il y a eu une griffure, un léchage ou morsure, et le moment où les signes vont apparaître. Or, cette période-là, elle est très variable. Elle peut aller d'une semaine à plusieurs années. En moyenne, c'est un mois à 3 mois. Mais on peut avoir des extrêmes, justement, comme je vous le disais, de une semaine jusqu'à plusieurs années. Et ça dépendra du siège de l'inoculation ou du siège de l'exposition. Donc, plus c'est proche du système nerveux central, donc plus c'est proche du cerveau, et plus le trajet sera court. Parce qu'en fait, la rage est due à un virus, et ce virus aime se placer au niveau des neurones. Et donc, son but, c'est de se rapprocher du cerveau, et plus la morsure ou le léchage a été proche du cerveau, plus la durée d'incubation sera courte. D'accord. Voilà. Il faut peut-être essayer de faire plus de sensibilisation autour peut-être des symptômes, comprendre aussi cette période d'incubation, essayer d'agir le plus vite possible parce que vraiment c'est mortel et les gens ne se rendent pas compte de la dangerosité justement de la chose. Oui, alors en fait, il faut savoir que les symptômes, ils peuvent être soit d'ordre général, enfin c'est des symptômes généraux, soit des symptômes plutôt neurologiques. En général, ça commence par des symptômes généraux qui sont assez pseudo-grippaux, fatigue, courbature, etc. Et neurologique, là, ça pourrait être des hallucinations, paralysie, et la partie neurologique va s'installer dans un second temps. D'accord. La raideur aussi des muscles. La raideur, mais c'est surtout une paralysie qu'on peut retrouver, et il peut y avoir une rage furieuse, une forme furieuse, qui, elle, serait plus agressive, avec des personnes qui sont agressives. Il y a forcément le signe très connu d'hydrophobie, c'est-à-dire que la personne, même si elle a soif, a peur de l'eau, elle ne pourra pas être en contact avec de l'eau. Il y a également ce qu'on appelle l'aérophobie, c'est la peur des courants d'air. Donc ces personnes vont présenter une très grande anxiété lorsqu'ils vont être confrontés à un courant d'air. Mais il faut se rappeler qu'une fois que les symptômes sont là, sur le plan médical, sur le plan thérapeutique, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est trop tard. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser en tant que praticiens et pour la santé publique et pour le bien-être de notre population, c'est tout ce qui va se passer avant. Bien sûr. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on a été, par exemple, mordu par un animal, donc si l'animal est notre animal de compagnie et qu'on sait qu'il est vacciné, qu'on a un carnet de vaccination, ça va. Maintenant, s'il s'agit d'un animal inconnu ou qu'on n'a pas de traces de vaccination, il faut se rendre vers le centre de soins le plus proche. Mais avant d'aller se rendre au centre de soins le plus proche, il faut faire un lavage. Donc, si c'est au niveau de la peau, il faut faire un lavage avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes. Si ça a été un léchage, par exemple, on peut avoir aussi un chien ou un animal, parce qu'en fait, la rage n'est pas transmise que par les chiens. On y reviendra plus tard. Oui, bien sûr. Mais et on peut avoir un léchage au niveau d'une plaie, sans avoir de morsure. C'est cela. Ou bien au niveau d'une muqueuse, donc les yeux ou proche de la bouche. Et donc, ça va être une porte d'entrée vers le corps humain du virus. Voilà. Et donc, lorsqu'on a cette exposition, il faut faire, si c'est la peau, lavage des mains, lavage de la plaie pendant 15 minutes à l'eau et au savon. Si c'est au niveau des muqueuses, on va faire un rinçage. On rince avec de l'eau de façon très importante, longtemps, pendant 15 minutes, avant de se rendre au centre de soins. C'est vraiment la première chose à faire. Il faut savoir aussi que si on a une morsure ou une plaie, il faut essayer de ne pas recouvrir cette plaie. Sauf si, bien entendu, il y a un saignement très important qui pourrait entraîner, qui pourrait mettre en jeu le pronostic vital. Mais on essaie de ne pas couvrir la plaie, et c'est à dessein parce que le virus est inactivé par la lumière du soleil. D'accord. Voilà. D'accord. Il faut savoir aussi que quand il y a une morsure par un animal comme ça, on ne suture pas. Sauf si, encore une fois, il y a le pronostic vital qui est engagé, mais on essaie de suturer le moins possible. Et on fait des infiltrations avec des immunoglobulines tout autour de la plaie pour essayer d'inactiver déjà les virus au niveau de la plaie. Une fois qu'on a fait les infiltrations par l'immunoglobuline, là, on passera à la vaccination. Parce que la vaccination, en fait, comme pour tous les vaccins, quand on vaccine, le corps ne va pas répondre immédiatement. Il faut un temps entre le moment du vaccin et le moment où le corps sera réellement capable de se protéger. Et donc, on compte environ une dizaine de jours entre le moment du début de la vaccination et le moment du début de la réponse du corps. Et durant ce laps de temps,
ce qui va réellement aider à protéger le corps et à inactiver le virus qui est rentré, qui a pénétré dans le corps, ça va être les infiltrations d'immunoglobulines. Très bien. Donc c'est pour ça que ça se fait en 2 parties. Très bien. Voilà. Parce que la première partie, bien sûr, est très importante. Il faut agir très très vite. Et ensuite, il y a le protocole. On doit suivre quelques jours ensuite pour revenir faire un autre vaccin. Alors la vaccination, il y a 2 protocoles de vaccination. Il y a le Zagreb et l'Essène. C'est des protocoles que les médecins connaissent très bien. Et donc ça peut aller jusqu'à 1 mois. Il y a soit 3 doses, soit 4 doses de vaccin. Il est très important que les gens, une fois qu'ils ont commencé leur protocole de vaccination, ils le respectent et ils vont jusqu'au bout. Oui. Ils se font au niveau des centres de proximité ou au point d'urgence. Voilà. Donc, à l'époque, on connaissait les 40 piqûres au ventre, ça faisait peur et c'était obligatoire. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, c'est beaucoup moins. Donc c'est en 2 parties ou 3 parties, c'est ça? Ça dépend, c'est soit en 3 parties, soit en 4 parties, ça dépendra du protocole suivi. Voilà, parce qu'il y a 2 protocoles qui sont proposés. Et c'est plus le ventre, c'est au niveau du bras. Au niveau du bras, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne fera pas l'injection au même point. Si par exemple, si la personne a été... on ne fera pas la vaccination au même point de la plaie, évidemment. D'accord. Voilà, mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est que les personnes sachent qu'en cas d'exposition, l'exposition, ce n'est pas uniquement la morsure du chien, ça peut également être la morsure d'un chat. C'est ça, une griffure d'un chat. Les chats. Voilà. Donc, il faut rappeler aussi que si on ne connaît pas l'animal, on ne sait pas s'il est vacciné ou pas, on essaie de ne pas s'en approcher. On ne lui fait pas de mal, bien entendu, mais on ne va pas vers lui, on ne les nourrit pas, etc., pour réduire le risque. En particulier pour les enfants. Parce qu'il faut savoir que partout dans le monde, une grande partie des personnes qui font par la suite une rage, ce sont des enfants. D'accord. Ça représente à peu près 44%, 45%. Les enfants ne parlent pas en général, même s'ils se font griffer, ils ne vont pas aller automatiquement dire à leurs parents « Voilà, j'ai été griffé par un chat ou un… » Voilà. Et ça, c'est dangereux. Il y a ça, il y a le fait que les enfants, par leur nature, font énormément confiance. Donc, un animal enragé n'a pas forcément l'air d'être enragé. Les vétérinaires disent tout peut être rage, rien n'est rage. C'est ça. Donc, les signes ne sont pas forcément Justement, parlez-nous un petit peu des signes, justement, qui pourraient nous alerter sur un animal qui est contaminé par la rage. Alors, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas médecin vétérinaire, mais toujours est-il que les signes en rapport avec la rage chez l'animal, bien entendu, il y a les signes apparents d'agressivité et il y a les signes apparents d'hypersialurie. Donc, on voit que l'animal va baver, etc. Mais cette hypersialurie est plus liée à une paralysie. Donc, je vous ai dit que parmi les signes qu'on retrouve chez l'être humain, c'est la paralysie. Et chez l'animal aussi. C'est pareil. Donc, on peut retrouver des chiens ou des chats qui vont retrouver des paralysies des membres inférieurs ou bien une paralysie au niveau de la gorge qui va entraîner le fait qu'il ne pourra pas avaler sa salive. D'accord. D'accord. Et puis, on aura une abondance de salive, une abondance. Effectivement. Et donc, ça va effectivement augmenter le risque de transmission aussi parce qu'elle va se transmettre par la salive. Enfin, ce virus se transmettra par la salive. Et donc, mais en même temps, chez l'animal, il peut également n'avoir pratiquement aucun signe. Il peut n'avoir aucun signe d'agressivité, pas d'hypersialurie, pas de paralysie. Et ça, c'est le danger. Et c'est ça le danger. Et concernant les enfants, pourquoi est-ce qu'ils sont plus touchés? Parce qu'ils sont plus petits de taille. C'est ça. Et donc, quand il y a une morsure, forcément, elle sera plus proche de la tête. Système nerveux central. Central, effectivement. Pour un adulte, la morsure aura plus souvent lieu au niveau des membres supérieurs ou inférieurs, ce qui donnera une incubation qui est plus longue, donc plus de chances de finir le protocole de vaccination. Et donc, il est très important que les parents expliquent aux enfants de ne pas s'approcher des chiens errants. C'est ça. Et aussi aux parents de ne pas nourrir les animaux errants. Parce que si on a un animal domestique, on le fait vacciner, c'est clair. Maintenant, si on a des animaux qu'on a décidé d'adopter, on les vaccine. Voilà. De même pour autour les chiens qui font la garde autour des fermes, on les vaccine, même s'ils n'ont pas encore été réellement inclus dans la famille, entre guillemets. C'est clair. Mais surtout, on reste dans la prévention beaucoup. On reste dans la prévention. Toujours prévenir. Mais en tout cas, ce sont des conseils pour que les personnes connaissent un peu mieux cette maladie, connaissent aussi les symptômes et surtout la gravité, la dangerosité, bien sûr, de ce virus. Pour essayer d'effrayer peut-être pour que ces personnes soient tout de suite, qui aient les réflexes rapides et qui se rendent vers des centres de soins le plus rapidement possible. Oui, la rage est vraiment la maladie de la prévention. C'est ça. C'est la maladie où si on a les symptômes, c'est trop tard. Si on attend de voir apparaître des symptômes, il n'y a plus rien à faire. Et donc, là où on doit axer tous nos efforts
en tant que communauté, parce que la lutte contre la rage, elle n'est pas que du ressort du médecin. C'est réellement un travail d'équipe, de toute la communauté, de toute la population. Au niveau des APC, au niveau, voilà. Effectivement, parce que c'est une hygiène du milieu, parce que ces chiens errants, ils vont chercher de la nourriture. Si toutefois on a une hygiène du milieu, on va réduire leur population. D'autre part, si on fait une stérilisation de ces chiens errants et une vaccination, on diminuera encore le risque. Exactement. Et d'autre part, si nous ne nourrissons pas les animaux errants et nous essayons de ne pas nous en approcher, on diminue encore une fois le risque. Et en dernier stade, s'il y a une exposition, si toutefois cette exposition est survenue malgré tout le reste, là, il faut tout de suite faire une hygiène de la plaie, donc un lavage au savon, avec de l'eau et du savon, bien entendu. Bien sûr. Ou bien, si c'est au niveau des yeux ou des muqueuses, on rince abondamment, longtemps, soit avec l'eau du robinet. D'accord. Voilà. Et surtout, ne pas couvrir la plaie. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. On ne rappellera jamais assez. Donc, la prévention est très importante. En cas de morsure, dirigez-vous rapidement vers un centre de soins. Merci beaucoup, Madame Amel Leila Arbouh. Je rappelle que vous êtes maître de conférence d'épidémiologie au CHU de Beni Souss. Bon courage à vous. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, pour tous ceux qui aiment les animaux, faites très attention en tout cas. Et on vous invite justement à suivre un reportage signé Samia Bouharour qui s'est intéressé à un passionné d'animaux de compagnie. Il s'agit de Hakim Benhaoudia. On se retrouve juste après. C'est les amis de l'homme. Selon des études récentes, avoir un animal de compagnie diminue le stress. Il existe même ceux qui prennent en charge plusieurs sortes d'animaux, et même ceux des autres. Nous avons rencontré Karim qui a toujours adopté un style de vie très spécial. C'est un passionné des animaux de compagnie. Il est arrivé même à créer une pension pour chiens et chats de toute race, même les plus rares. Dites l'âge de 17 ans, donc on a 27 ans. Ça, c'est mon savoir-faire. Donc, quand même, les Algériens, ça me fait plaisir, ils savent les races, ils savent la qualité. En tout cas, c'est la mode le loulou pomérania. Le loulou pomérania, en Europe, il arrive jusqu'à 3 000 €. C'est le petit, le poids, on a dit 1,6 kg, 1,7 kg. يعني ديري في الجيب تاعك لولو بوميرانا وكاين لي تشيواوا لي بتي تشيواوا يحبوا هما جينيرالمون هاد لي بتي شيان باش يخلوهم في الدار باسكو كاين اللي ما عندهمش دي جاردان اي تو دونك هادو يتباعوا بزاف. Karim, qui vit en Yougoslavie, suit de près tout ce qui concerne la prise en charge des chats et chiens, en termes de vaccination, nutrition, hygiène et autres. J'insiste sur 3 paramètres. Premièrement, c'est la distribution d'une alimentation équilibrée et de bonne qualité. Deuxièmement, c'est la vaccination et la vermifusion périodique. Et enfin, c'est l'hygiène de vie de ces animaux. On a créé l'hôtel pour faire le gardiennage des animaux avec une surveillance vétérinaire 24/24. Là, c'est l'espace toilettage. Je suis la chargée du toilettage. Là, on prépare les animaux, on leur fait les soins quotidiens, les soins nécessaires. C'est nettoyer les ongles, les oreilles, les yeux, la coupe des poils, la douche, tout ce qui va avec. Cette culture se développe un peu plus en Algérie avec le temps. À chaque fois, on a bien sûr nos clients fidèles qui viennent toujours et on a toujours de nouveaux clients parce que le peuple algérien commence à découvrir et à s'intéresser à cette culture d'avoir des animaux domestiques. Tous ses amis l'encouragent dans cette aventure en connaissant son amour pour les amis à 4 pattes. C'est la 6e fois que je viens en Algérie. J'adore ce pays et je suis partenaire dans plusieurs projets avec mon ami, surtout concernant le monde des animaux. J'avoue que c'est un vrai passionné. Karim a fini par tisser des liens très forts avec ces belles créatures. Selon lui, leur fidélité en vaut la peine. Voilà, c'est un beau reportage, en tout cas pour tous ceux qui aiment les animaux de compagnie. Eh bien, il faut savoir les entretenir et surtout les chouchouter, pourquoi pas, et vivre avec eux. Ça apporte beaucoup de bonheur. Eh bien, on va recevoir des étudiants, peut-être qu'eux aussi ont des animaux de compagnie. On va leur poser la question. Alors, Marwa Machi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes étudiante en 4e année à l'école INCA, c'est ça, de statistique? Oui. Et vous faites partie de ce club alumni, c'est ça? HEC. Exactement. Voilà, marhaba bik. Mohamed Ammar, bonjour. Bonjour. Vous êtes plus ancien. Oui. Oui, vous êtes en 5e année déjà. Oui. Vous faites des études de commerce Exactement, international. oui.
HEC? Alors, HEC, Axiense. D'accord. Et bien sûr, vous êtes plus ancien aussi dans le club? Oui, un peu plus. Un peu plus. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, vous allez nous parler du club. Nous, on a l'habitude de les recevoir. Hein. Tous les clubs, donc le club Alumni, ont beaucoup d'activités. Et chaque année, pratiquement, ils ont des événements. Donc là, vous rejoignez cette belle tradition de venir sur notre plateau pour annoncer votre événement. Exactement. En Ouais. fait, c'est dans le cadre de la médiatisation de nos événements. On a l'habitude de faire ça, en fait, bien sûr. Pourquoi faire des événements si Sans les médiatiser. Si ces personnes sont au courant, là, il n'y a, Voilà. y a aucun intérêt à le faire. En tout cas, ce qui est très important, c'est que vous donnez l'occasion à nombreux étudiants de prendre part à cet événement. Alors, c'est un événement qui va réunir beaucoup d'étudiants, d'entreprises, de chefs d'entreprise. Et bien avant, vous avez un stage, c'est ça, entre le 6 et le 7? Non, non, pas du tout. En fait, C'est une formation? Je vous explique comment ça se passe l'événement. Ouais. En fait, bientôt, on va ouvrir le formulaire pour s'inscrire. C'est D'accord. ouvert pour les étudiants jeunes diplômés et tout. D'accord. Et en fait, au début, on va annoncer la problématique le 6 octobre, lundi 6 octobre. Et suite à l'annonce de la problématique, il y aura des formations. C'est-à-dire que tous les D'accord. participants vont être formés et accompagnés par des coachs et des professionnels du domaine de la problématique en question. Après, par la suite, le 7, 8 et 9, ils vont poursuivre en ligne, tout en étant accompagnés avec leur coach, bien sûr, pour la résolution de la problématique. En plus, la deuxième phase, ça sera le vendredi 10 octobre, Inch'Allah. Ça sera en ligne pour qu'ils présentent devant le jury et pour qu'on va sélectionner les demi-finalistes. Après, le 11 octobre, Inch'Allah, une fois sélectionnés, les demi-finalistes et finalistes vont devoir préparer leur présentation, leur pitch et pitcher en présentiel devant le jury. D'accord. Ouais. Vous avez déjà pris part à un événement pareil? Comment ça? Est-ce que j'ai participé Oui, moi-même? oui. Non, malheureusement, Pas encore. j'ai jamais eu l'occasion. Cette année, vous êtes dans l'organisation. Oui, exactement. En fait, quand on est de l'organisation, On n'a pas le droit? évidemment, on n'a pas le droit de participer. D'accord, d'accord. Et pour vous, donc Marwa, c'est la première fois que vous faites partie de cet événement. Alors comment ça s'organise à votre niveau? Ben, franchement, ça se passe. On va bientôt annoncer, enfin plutôt ouvrir le formulaire d'inscription. En ligne? Oui, C'est voilà. Donc, on a normalement fini l'étape de l'organisation, etc. Reste plus qu'à ouvrir le formulaire, du coup. Très bien. Et comment est-ce qu'on peut découvrir cela? Il y a une adresse Oui, sur laquelle... effectivement, on va annoncer ça sur notre compte Instagram, normalement. Exactement. Donc, c'est HEC. alumni.hec.alger. Très bien. Voilà. Voilà. Et vous avez déjà ou pas encore annoncé? Non, pas encore. Alors, on a annoncé le concept de l'événement, c'était hier. Oui. Et pour ce qui est du formulaire, non, pas Pas encore. encore. Oui. Donc j'imagine Ça que arrive vous allez avoir du monde déjà. Oui, on Tous espère. ceux qui sont habitués, parce que bon, déjà c'est la deuxième édition, Exactement. donc tous ceux qui ont l'habitude de participer vont peut-être aussi s'inscrire pour pouvoir aussi être sélectionnés et pourquoi pas passer ce concours, ces différentes étapes. Hein. Oui, bien sûr. Et en fait, sachez que c'est la deuxième édition. Oui. La première édition, elle a eu beaucoup de succès, carrément. Je me souviens même, en fait, notre club a carrément gagné en notoriété suite à cet événement. D'accord. Même les entreprises et tout, Ils vous connaissent, donc quand ils veulent chercher Voilà. En des fait- futurs employés, ils viennent chez vous. c'est à peu près ça. En fait, c'est un peu l'un des buts de cet événement. D'accord. D'ailleurs, déjà, ça permet aux entreprises de repérer des jeunes talents, des personnes expérimentées, pas expérimentées, mais plutôt compétentes de leur domaine. Voilà. On a Et toujours également- besoin d'une expérience. Hein. Ben, Les entreprises, malheureusement, demandent toujours de Malheureusement, l'expérience. oui. En fait, il y a toujours ce cercle vicieux de il faut l'expérience pour ça, travailler, mais c'est pour travailler ça. l'expérience, malheureusement. Oui. Donc, c'est aussi pour briser ce cercle, d'ailleurs. Oui. Pour, Mettre en contact justement Voilà, les chefs exactement. d'entreprise, les jeunes Ouais. étudiants, voir qu'ils ont des capacités, qu'ils ont aussi de l'endurance et Exactement. prouver ce qu'ils peuvent faire sur le terrain réellement dans la vie courante. Exactement. En fait, ça leur permet de, de se démarquer. Parce qu'on va venir et dire que voilà, j'ai gagné cette problématique. Oui. Et une problématique réelle, d'ailleurs, proposée par une entreprise, que je ne pourrais pas vous dire malheureusement qu'une entreprise pour l'instant. Restez branchés sur les réseaux sociaux pour savoir. D'accord. En fait, il y a plusieurs. Dans la communication, vis-à-vis de cette communication, de cet événement, pardon, elle suit plusieurs phases. Donc, au début, bien sûr, on va annoncer le concept. Après, on ouvrira le formulaire, comme l'a dit Marwa. Et puis, on va annoncer les entreprises partenaires, sponsors, etc. Et puis, bien sûr, le jury qui va être présent, tout ça, tout ça. Très bien. Donc, en les fait, membres du jury, là encore une fois, ils font partie de votre club ou c'est des Non, non, pas du externes? tout. C'est des externes. D'accord. Oui.
Des chefs d'entreprise, par exemple? Bah, c'est des cas des chefs d'entreprise, des personnes du domaine, hein, D'accord. avec lesquelles on est en contact. Très bien, très bien. Donc, c'est une belle journée qui va s'annoncer. Ça va se passer au Palais de la Culture le 11? Non, c'est Pas pas encore de encore? la culture. En tout cas, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. D'accord, malheureusement. ok. C'est sauvegardé. Attention, on ne dit pas tout. Bah oui, en fait, c'est on va être, pour garder la surprise, pour garder La le suspense, quoi. surprise, très Mais bien. en fait, restez branchés sur nos réseaux sociaux. On est on est actifs sur Instagram, Facebook D'accord. également et LinkedIn. Ouais. Donc en fait, Donc, on ne connaît pas les chefs d'entreprise, on ne connaît pas les entreprises, Bon. on connaît les étudiants à peu près, on sait d'où ils viennent. Ils peuvent venir de d'autres universités? oui, bien sûr. Bien D'accord. sûr. Oui, ça a ouvert à tout C'est ça qui est bien, justement, c'est Ah. permettre à un grand nombre d'étudiants de participer. Exactement, oui. C'est-à-dire joindre, surtout donner l'occasion au monde économique de travailler avec ce monde professionnel? Bah, en Pratiquement. fait, c'est une, on va dire, c'est une manière innovante de faire le lien entre les entreprises et les C'est étudiants, ça. justement. C'est ça. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut de l'expérience, malheureusement, pour travailler. Voilà. Donc, un peu pour remédier à ça, on va dire, Mhm. ça permet des étudiants de se démarquer, Ouais. tout en n'ayant pas de réelle entreprise, C'est ça. expérience en entreprise, disons ça comme ça. Mhm. Voilà. Parce C'est que- important, se démarquer face à peut-être un futur employeur qui va venir lors de ce concours, qui va assister, qui va voir comment est-ce que l'étudiant réagit face à une problématique dans l'entreprise. Ah Ça, oui, c'est exactement. important. Exactement, oui, bien sûr. D'accord. Ils sont, ces personnes-là, d'ailleurs, ils vont être présents en place. Bien Ils sûr. ont même, c'est pas pour autant, c'est pas que les jurys. Bien sûr, les entreprises partenaires et sponsors vont assister à l'événement. Bien sûr. Et également, on aura d'autres invités. D'accord. Donc voilà, il y a tout un monde qui est présent sur place pour voir comment ils réagissent face à ces problématiques réelles. Très bien. Et Marwa, donc, vous êtes prête pour cet événement? Franchement, oui, j'ai surtout hâte. Oui. Puisque c'est la deuxième édition et la première a été un succès. Oui. Donc, on espère que ça va se passer de la même manière pour cette édition-là. Mhm. Et donc, vous, en tant qu'étudiante aujourd'hui, est-ce que vous aspirez un jour à participer à une de ces rencontres challenge? Ben, franchement, oui, j'espère. Pourquoi pas? J'y sens, oui. Ouais. Est-ce que peut-être l'année prochaine, ou puisque cette année vous êtes dans l'organisation, c'est pas possible? Alors, pour cette année, franchement, je ne pense pas. Oui. Peut-être pour l'année prochaine, puisque ça sera ma dernière année déjà au sein de Vous êtes en quatrième l'université. année? Oui. Voilà. Donc voilà, pourquoi pas, oui. J'aimerais bien. Ce sera une Pourquoi pas. expérience. Inch'Allah. En tout cas, pour l'instant, vous êtes dans l'organisation. On vous souhaite bon courage, bonne chance pour ce que vous faites. Un dernier mot peut-être pour lancer l'événement? Alors, Business. si vous voulez, je vous dis le slogan تاعنا. C'est le slogan du club déjà. En fait, notre but premier, c'est, comme l'indique le slogan, c'est votre accès au monde professionnel. Donc notre but, nous, en tant que club, pour nos membres et pour les personnes qui participent à nos diverses activités, qu'ils soient événements, sorties en entreprise, formations, etc., c'est un peu de faire l'aperçu, de faire le lien, le pont vers le monde professionnel pour préparer, en fait, avoir un certain bagage avant de se lancer dans le monde entrepreneurial et tout. Très bien. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on prépare cet événement. Donc je vous invite toute personne intéressée à participer. Franchement, ça serait une excellente expérience. D'accord, ok. Pas pour gagner, seulement gagner le premier prix d'ailleurs. Bon, bien sûr, ça serait le but, c'est Bah le oui. but ultime. Bah oui. Mais quand même, c'est une expérience, ça vous permet de construire un réseau Ouais, professionnel. bien sûr. C'est une, C'est une belle opportunité. Est-ce que, par exemple, vous avez des nouvelles des participants de l'année dernière, l'édition de l'année dernière? Est-ce que, justement, ces jeunes ont été pris dans une entreprise ou autre? Bah, écoutez, il y a des personnes que j'ai connues personnellement. Franchement, avec le temps, on a perdu contact avec eux, malheureusement. Donc, on ne sait pas encore. Bah, Mais sûrement qu'ils ont Oui, été on peut. repérés par des entreprises Oui, et on qui peut. ont, voilà, Ça, c'est sûr, bien sûr. un futur chef d'entreprise, peut-être? Peut-être, pourquoi pas, soyons ambitieux. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à Bon vous. courage pour votre événement et peut-être qu'on aura les lauréats après l'événement. Espérons, Inch'Allah. espérons, Voilà. oui. Et bon courage pour vos études cette année. Merci. Voilà. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Lamia Bedbouda qui nous fait découvrir le travail d'une fondation et surtout la création de la fondation Yamina. C'est Yamina Khoudri qui est une dame qui a consacré toute sa vie à l'associatif et cette fois-ci elle a créé sa fondation encore une fois pour aller vers les autres et aider les non-voyants. Regardez, on se retrouve juste après.
Après une vie entière dédiée aux personnes en situation de handicap, Yamina Khoudri, militante associative engagée, revient plus déterminée que jamais pour aider les personnes atteintes de cécité à travers la création de la Fondation Yamina, qui œuvrera à offrir un emploi et un revenu digne pour les non-voyants. La Fondation Yamina est très sensible à la cause des personnes adultes handicapées et plus spécifiquement les non-voyants. Donc, on a un petit peu fait le tour de ce qui se passe. On a fait une étude de marché pour voir ce qui pourrait marcher dans le cadre de l'insertion. Parce que le premier problème qu'on essaiera d'aborder, de chercher, pour lequel on va chercher des solutions, c'est le travail. C'est pour redonner la dignité à ces personnes. Deux projets innovants ont été présentés, l'un citadin et l'autre rural. Le premier consiste à la récupération du pain invendu des boulangeries et cantines et autres. Broyé, il sera ensuite transformé en granulés pour l'alimentation du bétail. D'un côté, il y a le pain qui est à recycler, et d'un côté, vous avez les personnes handicapées qui sont en manque crucial de travail et d'insertion. Donc il va s'insérer déjà dans la société en sortant de chez lui, en allant travailler, en faisant une formation pour exécuter ce travail, et il va produire des ressources. Donc une fois que le pain sera broyé par des broyeurs à pain, donc ils vont les mettre dans des sachets, et ça sera le recyclage du pain non consommé qu'on va destiner à la vente pour les producteurs de bétail, pour les animaux. Dans le deuxième projet, il serait question d'horticulture en adoptant un jardin sensoriel aménagé pour les non-voyants. C'est un projet innovant. On va utiliser donc les sons et l'odorat pour faire se déplacer les personnes non-voyantes dans l'espace de jardin olfactif qu'on va donc mettre en place, voilà, pour les non-voyants. Former des gens. Alors, pour les faire venir déjà, il nous faut des adultes, donc on va aussi privilégier quand même pas mal de filles parce que c'est la fleur et qu'elles ne travaillent pas, des non-voyantes, un peu les sortir de chez elles parce que en même temps, le fait de travailler en plein air, ça va les faire s'épanouir, ils vont pouvoir avoir un développement personnel adéquat. Ces deux projets œuvreront à offrir un emploi stable et un revenu pour les non-voyants. C'est une bonne initiative pour les non-voyants parce qu'elle vise l'intégration des non-voyants à l'aide du travail. Ce qui est important. C'est le plus important. C'est un objectif suprême pour nous en tant que non-voyants et pour les autorités suprêmes. C'est l'intégration des non-voyants dans la société. Et à l'aide du travail, ça sera très bien. Pour cette infatigable voix des personnes fragilisées par la vie, son rêve est presque prêt à éclore. Chaque geste compte, chaque soutien, aussi petit soit-il, peut tout changer et faire la différence. On salue notre amie Amina Khoudri pour cette initiative. On lui souhaite bonne chance pour cette belle fondation. Eh bien, on l'accueille comme chaque lundi matin. Elle revient avec une nouvelle rubrique cette fois-ci. C'est la rubrique donc Start-up avec Hasna Zoubiri. Bonjour Hasna. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Eh bien, avec un nouveau look en plus. Nouvelle rubrique, nouveau look. Oui, oui. Vous êtes adorable, merci. Et c'est le En tout cas, merci d'être là toujours, comme chaque lundi, avec des nouveautés. Et on va le voir d'ailleurs tout de suite à travers cette pour la rubrique, c'est Eureka.dz. Eureka.dz. Vous vous êtes intéressé à la dangerosité des routes. Là, aujourd'hui, vous changez carrément de registre. De registre, tout à fait. Et vous allez faire un gros plan sur donc, les startups, les toutes dernières startups qui ont... Tout à fait. Alors oui, nouvelles, mais aussi anciennes, parce que celle qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une ancienne, d'ailleurs parmi les startups pionnières dans le domaine de la livraison, food, tout ce qui est alimentation, alimentaire.
partenaires. Donc voilà. Et voilà, donc on essaye chaque lundi, Inch'Allah, de présenter une nouvelle équipe. D'accord. La rubrique Startup, c'est donc la rubrique Eureka.dz. On se retrouve juste après. Voilà. Alors aujourd'hui, vous faites un gros plan sur une des premières startups. Tout à fait. Elle a 10 ans d'âge déjà? Tout à fait. Donc elle a été créée en 2016. Ils ont commencé tout petit, avec un tout petit bureau à Alger. Et aujourd'hui, ça c'est une grande entreprise, une start-up. Ça reste toujours une start-up, mais avec quand même un effectif d'une 50aine de jeunes dans différents départements, à savoir le marketing, commercial, administration. Ils ont un DRH. Ça y est. Voilà, donc ça reste quand même la start-up, l'entreprise a mûri, s'est agrandie. Tout à fait, tout à développé. fait. C'est développé avec un grand siège quand même à la capitale. C'est une entreprise qui fait aujourd'hui, ça reste toujours dans la livraison, mais ils ont pu créer au fil des années de nouvelles applications, donc des commandes en ligne. Si on est au bureau, donc le choix de cette start-up n'a pas été par hasard, parce que je voulais coller un peu avec la rentrée sociale, la rentrée universitaire. Beaucoup aujourd'hui consomment, voilà, donc ils essayent de consommer, enfin on est tout le temps connectés, donc on essaye de commander nos repas en ligne. Et voilà, donc cette start-up, elle est là pour servir cette tranche. Tout à fait. Et l'exigence, c'est la rapidité, justement. Bien sûr, c'est rapide, c'est efficace. Et puis on est servi en laps de temps très réduit. C'est vrai. Alors quand on pense que pour la plupart de ces startups, au départ, ils viennent tout timides, on en a reçu pas mal sur nos plateaux, et pour la plupart, ils y croyaient, bien sûr, heureusement d'ailleurs, ils y croyaient, mais ils étaient quand même timides. Et aujourd'hui, certaines ont bien tenu la route, d'ailleurs, puisque pour celles-ci, ça fait 10 ans qu'ils existent, et ils se sont bien développés. Donc tant mieux. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, la responsable marketing qu'on a interviewée lors du reportage qu'on a réalisé, Amel, elle a dit on a commencé tout petit, c'était une toute petite idée. À l'époque, il n'y avait pas déjà tout ce qui est commandé en ligne, ces livraisons, les gens ça n'existait pas. Et ils ont pu justement, ils ont cru à leur idée et ils ont pu la réaliser. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà, les jeunes sont tous connectés. Exact. Donc ils pianotent sur leur téléphone. Aussi l'objectif de la start-up. Donc une start-up, c'est quoi? C'est un projet innovant et lié essentiellement aux nouvelles technologies, donc au TIC. Et donc la plupart justement essayent de créer leur entreprise, leur start-up autour de cet objectif. Très bien. Alors on va voir donc votre reportage tout de suite, on vous suit. On va voir comment est-ce que l'entreprise s'est développée aujourd'hui. On y va, on se retrouve juste après. Ils ont cru à leur projet et ont pu le réaliser il y a plus de 9 ans. Et ces jeunes ont été parmi les premiers à lancer une start-up spécialisée dans la livraison. C'est une entreprise de services quotidiens comme le food delivery, les courses, les achats, etc. en ligne, donc qui existe depuis 2016. Au début, ça a commencé avec une toute petite équipe. C'était à travers des appels, des cartes de visite, etc. Et puis en 2019, on a lancé notre application, donc, qui compte aujourd'hui compte plus de 1000 partenaires, restaurateurs, prestataires, etc. Et un peu plus de 1000 clients chaque jour qui commandent sur l'appli. Et donc l'équipe aujourd'hui compte un peu plus d'une cinquantaine d'employés, hormis du coup les livreurs et autres freelancers. Basée à Alger, la plateforme propose aujourd'hui 2 univers complémentaires. Fast Food et Delivery Leader pour commander rapidement ses repas préférés et Fast Mart pour accéder en quelques clics à une large sélection de produits du quotidien. Dans ces bureaux, tout se passe, on crée et on réalise ce qui était avant une simple idée. Je pense, et je parle au nom de notre CEO également, c'est que lorsqu'on a une idée qui peut faciliter la vie des autres, une idée qui tient la route, il faut absolument se lancer, ne pas attendre le lendemain. L'application est aujourd'hui en cours de développement. Nous sommes présents sur 4 wilayas, Alger, Oran, Blida, Annaba et prochainement sur d'autres, Inch'Allah, Boumerdes, si Dieu veut. Nous comptons lancer pas mal de nouveaux services, etc., qui vont aider les gens à encore plus profiter de leur quotidien, et nous misons énormément sur la sécurité, sur le professionnalisme et la fiabilité surtout du service.
L'application évolue en continu grâce au développement de nouvelles fonctionnalités, le but étant d'offrir une expérience plus fluide et pratique aux utilisateurs tout en soutenant la croissance des restaurants et commerçants locaux. Un rêve peut se concrétiser si l'on y croit, affirme cette jeune responsable marketing. Il faut toujours croire en son potentiel, il faut s'équiper et s'armer aussi d'une très bonne équipe. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Fast, même si elle a démarré avec une toute petite équipe, on peut aussi compter des gens qui sont là depuis plus de 5 ans, depuis plus de 6 ans, et donc qui affirment aussi que quand le concept plaît, quand le concept est utile, forcément toute une équipe va suivre, tous les moyens vont être mis en place. L'avenir des startups en Algérie est prometteur, accentué par une forte volonté gouvernementale, avec des initiatives d'accompagnement et de financement notamment. Voilà, ils se sont bien déployés, on a pu voir leur siège et surtout les responsables aussi qui sont très actifs. Exactement, exactement. On a vu, ils ont commencé d'ailleurs, elle nous a parlé lors de l'interview, la responsable marketing, ils ont commencé avec 3 personnes. Donc la personne qui a eu l'idée justement de créer cette start-up et 2 autres, certainement c'est son entourage, c'est des amis, voilà. Donc, et puis ils ont fini par une 50aine d'employés, ce qui n'est pas rien. Et on a vu leur siège, donc c'est un grand building avec des bureaux. C'est des exemples à prendre en tout cas. Tout à fait. C'est pour ça que moi je dis dans le reportage, croire à son idée. Même s'il y a des obstacles, il faut challenger en fait, essayer de challenger un petit peu, de croire à son idée et de pouvoir la réaliser parce que le financement ML, il suit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités pour ces jeunes pour pouvoir créer leur entreprise. Il y a aussi beaucoup d'accompagnement. On en a reçu pas mal aujourd'hui qui voulaient créer leur propre entreprise. Il y avait des incubateurs qui les accompagnaient pour les aider à être des bons managers, les aider à mettre en place un montage financier carrément pour une entreprise. Ça, c'est aussi très important de savoir ce qu'on veut réellement. Bien sûr, l'incubateur, le plus grand incubateur d'Alger, c'est au niveau de Sidi Yahia, qui a été créé il y a quelques années quand même. Il accompagne, il offre même pour les startups, parce qu'il faut savoir que la startup n'est pas obligée d'avoir un local, donc on peut travailler à partir de chez soi et en cas de besoin, il y a toujours l'incubateur qui peut accueillir ces jeunes. Voilà. Et des incubateurs dans différents domaines. On a pu voir aussi des incubateurs dans le domaine de l'agriculture, encore une fois pour développer des idées innovantes dans le domaine de la recherche aussi, pour permettre à l'agriculture de se développer et surtout de prendre le pas sur ce qui est donc l'innovation au niveau mondial aussi. Aujourd'hui, c'est l'importance qu'on accorde à ce créneau. Donc, d'ailleurs, on a dédié tout un ministère pour ces startups. Aujourd'hui, il y a quelques années, d'ailleurs 3-4 ans, on a ce ministère qui est dédié aux startups, qui justement pour accompagner ces jeunes à développer leurs idées et pouvoir les concrétiser sur le terrain. Tout à fait, pour encore une fois absorber le chômage, parce que c'est pas toutes les entreprises qui prennent en charge donc les étudiants fraîchement sortis des universités. C'est vrai, tout à l'heure on en parlait avec le jeune étudiant, on a toujours cette problématique de dire c'est vrai, on a besoin d'expérience, mais quand on n'a pas commencé quelque part, on n'aura jamais d'expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui un peu donc essayent de prendre de l'avance et créer leur entreprise tout en étant étudiants. Ils sont courageux, oui. Oui, on en a vu au niveau de l'université de Bebzouar, l'USTHB. On a vu aussi à l'université, à l'école supérieure de l'informatique. C'est des personnes, c'est des jeunes étudiants qui ont même pu participer à des concours internationaux, notamment en Chine, justement pour pouvoir avoir un plus, bien sûr. C'est comme une reconnaissance quelque part. Exactement, et concrétiser par la suite ce projet, cette idée en start-up dès qu'ils ont terminé leurs études. Voilà. Bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ce gros plan sur cette entreprise et surtout cette jeune start-up qui aujourd'hui n'a plus rien d'une start-up pratiquement. C'est une grande entreprise qui marche bien et tant mieux pour elle. Bon courage et peut-être donner envie à d'autres de faire pareil et prendre exemple. C'était l'objectif. On se donne rendez-vous lundi prochain. Inch'Allah, oui. Merci la semaine beaucoup. Prochaine. Merci à toi. Bonne journée. Également. Et puis on te laisse repartir avec une belle chanson. C'est le groupe Day, La Bella. On se retrouve juste après.
تفصل بلا مفتاح دابا نتلك غيرك حطي وين خاطرك يرتاح عيشي في قفصة غيرك قلبي تفصل بلا مفتاح دابا نتلك طيري حطي وين خاطرك يرتاح عيشي في قفصة غيرك بالك في مقدورة ولا بروحك مغرورة روحي روحي يا العصفورة ونشوفوا واش تصير لا بلا شوفي الحال والواحد لا بلا شوفي الحال والواحد ما كان رجوع للي راح ونكرم ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري ما كان رجوع للي راح ونكرم ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري وانا مشتاق لزورة وتكوني ديك الصورة عينك عينك يا حورة نتحمل وحش سريري لا بلا شوفي حالي وروحي ماشي خسارة في طويري اختاري يا ديال الماح بقاي ولا سيري خير لك ممو الملاح ماشي خسارة في طويري اختاري يا ديال الماح بقاي ولا سيري بالك في مغدورة ولا بروحك مغرورة روحي روحي يا العصفورة شوفوا واش تصيري لا بلا شوفي حالي والواحد Dernière ligne droite donc, de cette émission avec aujourd'hui encore une fois la recherche et la préservation de notre environnement, surtout comment s'inquiéter, surtout bien s'inquiéter pour notre environnement et surtout le préserver plutôt. Avec nos invités, il s'agit donc d'abord notre invité qui est chercheur, Samir Bachouch. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous, vous êtes chercheur. Donc, Dr Samir Bachouch, effectivement, je suis chercheur au niveau du Centre national de développement de la pêche et de l'aquaculture, le CNRDPA, et également expert international plus de 20 ans auprès de l'Union européenne sur tout ce qui concerne l'économie bleue. Tout à fait. L'économie bleue, on va beaucoup en parler ce matin et préserver notre belle Méditerranée. Vous rejoignez un petit peu ce que fait notre amie Samira Hadjamar, n'est-ce pas? Puisque elle, pratiquement 3 fois par semaine, elle vient nous parler de notre environnement, plutôt notre patrimoine. Voilà. Comment classer les dossiers au niveau donc, de l'UNESCO, bien sûr. Mais tu fais des gros plans, hein, n'est-ce pas, sur notre patrimoine. Et en ce moment, c'est lié. En ce moment, ça fait 3 rubriques que tu
tu nous parles justement de certaines régions d'Algérie qui aspirent à être classées. Donc il y a tout un montage de dossiers qui a été mis en place, qui a été déposé. Voilà. Et cette fois-ci, c'est... D'abord, bonjour. Bonjour Samira. À tous. Bonjour, Monsieur Bachot. Je voulais juste faire la gentille entre notre invité et toi, pour parler un petit peu donc, de la rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, c'est direction Tamanrasset. Tout à fait. Le massif de Tefedest. Tefedest. Voilà. Mais avant, on va donner la parole à notre invité qui, lui, s'intéresse, et c'est tout frais parce que le 25, c'était la journée, célébrer la journée donc, mondiale donc, de la Méditerranée, la Méditerranée des côtes, c'est ça, les côtes de la Méditerranée de la mer Méditerranéenne des côtes. Des côtes, voilà, journée méditerranéenne des côtes. Et quand on dit journée méditerranéenne, on s'arrête toujours sur certaines belles choses et moins belles. C'est-à-dire qu'il faut toujours tirer la sonnette d'alarme quand il y a donc une dégradation de nos côtes et surtout la pollution. C'est ce qui fait peur. Effectivement, parce que le 25 septembre, c'est une journée symbolique. Tout à fait. C'est plutôt un appel à l'action, justement, pour la protection de notre patrimoine commun, la Méditerranée. D'abord, un patrimoine commun sur le plan naturel, parce qu'il y a beaucoup de paysages et beaucoup de biodiversité très importante. Tout à fait. D'abord économique, parce qu'il y a beaucoup d'activités, notamment comme la pêche, l'aquaculture, le transport maritime qu'il faut préserver. Et puis aussi, c'est histoire, parce que la Méditerranée, c'est un berceau de civilisation. Il y a beaucoup d'histoires derrière qu'il faut quand même partager et protéger d'une façon très intelligente. Donc aujourd'hui, protéger et valoriser. Et valoriser. Donc la journée du 25 septembre, qui fait quand même référence à la commémoration de la ratification des protocoles de la gestion intégrée des zones côtières, donc en 2009, qui est quand même rentré en vigueur. Il faut rappeler aussi qu'il y a plus de 21 pays au niveau méditerranéen qui a quand même décidé, dont fait partie notre pays, l'Algérie, de ce protocole pour décider de travailler ensemble pour la protection justement de nos côtes et de travailler d'une façon très intelligente et planifier toutes les activités. Il faut rappeler aussi, comme vous l'avez signalé justement, il y a plusieurs menaces. Aujourd'hui, la Méditerranée, quand on voit un petit peu l'évolution des choses, et il est quand même en face de plusieurs stress, plusieurs pressions directes en termes d'activité, en termes climatiques, en termes de dégradation, en termes de pollution. Oui. Et tout ça, bien sûr, menace les services écosystémiques rendus par la Méditerranée. On assiste actuellement quand même à des événements climatiques très importants. Donc tous les rapports prospectifs à l'horizon 2050 mentionnent que la Méditerranée a quand même des effets plus important, plus rapidement par rapport au reste du monde, de 20%. Nous assistons à une évaluation de température de 2,3 degrés Celsius. J'allais vous dire, est-ce que ça a un impact direct sur notre Ça a un impact directement. D'abord, ça a un impact d'abord sur l'écosystème, parce que les espaces marins, cette tolérance de température, de variation, ça va quand même impacter leur fonctionnement biologique, comme la reproduction et la croissance. Et du coup, quand même, ça a un impact aussi sur l'écosystème. Mais on ne va pas s'arrêter. Concrètement, ce genre de phénomène d'augmentation de température va aussi mettre en péril notre sécurité alimentaire. Aujourd'hui, par exemple, l'activité de la pêche, dont les ressources exploitées, dépendrait directement de ces phénomènes. Rappelons d'ailleurs l'occasion, puisqu'on parlait de notre établissement de recherche, le CNRDPA, qui est quand même un centre de recherche spécialisé en pêche et aquaculture, mais aussi de toutes les sciences marines de façon générale. Rappelez que nous avons quand même des moyens très importants qui permettraient donc chaque année de faire des évaluations des ressources. Voilà, c'est une façon de voir quel est le nombre de poissons que nous avons au niveau de côte, que ce soit pélagique ou démersal. Et nous avons un bateau de recherche doté quand même des moyens technologiques très sophistiqués. D'ailleurs, actuellement, nos équipes de recherche scientifiques, ils sont en train de faire toute la côte algérienne, de l'extrême est au ouest, pour évaluer justement la tendance de ces variations de ces espèces. Pourquoi on devait faire ça? Aujourd'hui, plus que jamais, on est dans l'obligation de produire de la donnée scientifique fiable pour aider la prise de décision. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans l'obligation à l'aller aussi de fournir des informations et des informations scientifiques de qualité pour qu'on puisse comprendre l'évolution de ce milieu. Un milieu qui est déjà sous pression, sous la casquette de changement climatique, sans parler aussi des problèmes de pollution. Le plastique est un peu partout. Oui, le plastique un peu partout, qui est carrément une île, carrément, qu'on retrouve partout dans le monde. Les huiles, les bateaux qui dégazent. Les déchets industriels. Aujourd'hui, on voit certaines incivilités qui déversent des déchets de construction dans certaines zones maritimes. Justement, puisque vous parlez aussi de la construction, il faut rappeler aussi qu'il y a un phénomène d'urbanisation au niveau des côtes. Aujourd'hui, on assiste quand même à des phénomènes de construction illicite qui dégradent donc, tous les aspects en lien avec la stabilité de la côte. Donc aujourd'hui,
on assiste quand même à des facteurs multiples de pression qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de travailler en harmonie. Vous savez, en simple terme, si je dis que la gestion intégrée des zones côtières, pour que les gens comprennent, on va imaginer que nous sommes dans une maison, une très grande maison. D'accord. Donc, par exemple, sous le sous-sol, il y a les pêcheurs qui occupent ce garage. D'accord. Premier étage, on aura les gens de tourisme. Oui. Et puis les autres chambres, c'est les différents habitants. Et dans le jardin, on a par exemple les gens de l'agriculture. Auparavant, les gens travaillaient comme ils veulent, mais ils ne parlent pas entre eux. D'accord. Donc, on peut marcher, on va trouver le filet de pêcheur qui bloque la porte d'entrée. Les gens de tourisme vont construire une piscine qui va inonder justement le jardin de l'agriculture, mais les gens ne parlent pas. Donc la gestion intégrée des zones côtières, justement, c'est de mettre les gens autour de la même table et de s'entendre et de décider quand est-ce qu'il faut construire, comment on évite justement les problèmes entre les autres, et puis on doit préserver ce patrimoine pour les générations. Tout à fait. Parmi des exemples qu'on pourrait citer, c'est des exemples que nous avons des voisins aussi de la Méditerranée. L'Espagne, par exemple, qui a été aussi victime de son tourisme effréné et qui, par exemple, c'est vraiment, ça s'est dégradé, hein, leur Méditerranée peut-être. Effectivement, parce que le tourisme de masse, actuellement, c'est une question qui est discutée un peu partout au niveau méditerranéen, qu'il faut bien sûr penser à sa durabilité. Parce que sans les plages et sans les différentes infrastructures de tourisme, il n'y aura pas de tourisme quand même durable. Et c'est ça l'équation. Je pense que nous avons quand même constaté aussi d'autres phénomènes comme l'apparition des espèces invasives au niveau méditerranéen. Oui, les algues. Il n'y a pas que des algues, il y a des espèces d'algues, de mollusques, de poissons, de crustacés qui apparaissent. D'ailleurs, sur les 25 dernières années, il y a plus de 1000 espèces qui ont apparu au niveau méditerranéen. Ça veut dire que la Méditerranée, elle est en train de changer, d'aller plus tropicaliser. Et ça interpelle aussi les scientifiques de comprendre pourquoi il y a cette modification, pourquoi il y a des espèces qui rentrent de l'Atlantique ou de la mer Rouge pour se coloniser et de s'installer en détriment des espèces autochtones. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un risque aussi même pour les pêcheurs. Aujourd'hui, si un pêcheur, par exemple, sortir pour pêcher des espèces exploitées d'une façon très fréquente, il va trouver d'autres espèces qui ne sont pas forcément d'intérêt économique. Tout à fait. Donc, par exemple, cette année, il paraît que durant la saison estivale, il y a beaucoup de plages qui ont été fermées à la baignade dans la Méditerranée à cause du dragon bleu. Le dragon bleu aussi. C'est une espèce qui n'existait pas en Méditerranée. Effectivement, c'est une espèce qui commence à s'installer parce qu'il trouvait les conditions favorables. En 2020, il y avait aussi l'apparition de notre espèce qui s'appelle Physalia physalis. Donc, ça ressemble à une méduse, mais ce n'est pas une méduse, mais qui peut quand même... C'est la méduse portugaise. Exactement. Voilà. C'est la galère même morte, elle peut tuer. Oui, ça fait peur. Il reste justement d'avoir quand même des éruptions cutanées et piquantes si la personne le touche. Donc aujourd'hui, tout ça, ça nous interpelle. Pourquoi la Méditerranée, qui est considérée comme un hotspot, d'avoir ce genre de pression et l'obligation justement que pour tous ces États devraient travailler ensemble. Et puis la Méditerranée, il n'y a pas uniquement la frontière parce que quand il y a des phénomènes, ça peut toucher n'importe quel pays. Exactement. Voilà. Il y a un autre phénomène d'ailleurs. Je voulais dire justement que sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter, on devrait avoir peur? On a vu beaucoup donc, de vidéos sur des espèces qui font peur. Les dents de la mer, ça nous a toujours fait peur, bien sûr. Les requins qui ont fait leur apparition. On a eu beaucoup de spécialistes sur nos plateaux, des océanographes qui parlaient donc bien sûr des requins. Ils ne sont pas dangereux, ils sont carrément dans leur habitat naturel. Est-ce que finalement, on a pu constater que ce sont des espèces qui ont plus envahi la Méditerranée ou c'est des fake news? On a l'habitude de recevoir ce genre de réflexion chaque année. Dès qu'il y a un phénomène qui apparaît quelque part au niveau de nos côtes, donc notre établissement de recherche, le CNRDPA, il est contacté directement pour puisse donner des explications, que ce soit un phénomène de pollution, apparition d'espèces ou autre phénomène. Je comprends aussi que l'effet de masse qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, nous avons plus de connectivité et de présence à travers nos différents smartphones et d'aller enregistrer et de médiatiser donc, ce genre d'informations. Parfois, c'est vrai que ça peut créer de la panique auprès de la population, mais je leur dis toujours il faut éviter ce qu'on appelle les fake news et de s'adresser directement aux institutions spécialisées, que ce soit des centres de recherche ou des universités, pour donner une information fiable. Maintenant, la question d'apparition d'espèces et qui fait peur aux gens, etc. Donc, on entend assez souvent, mais il faut rappeler que ces organismes sont toujours dans leur milieu naturel. Exactement. Et ce qui est
à cause de l'être humain qui a fait quand même des modifications sur cet écosystème, puisqu'on parle justement de la question de la côte, qu'il faut se poser la question pourquoi il y a autant de pression anthropique, pollution ou autre, tourisme de masse qu'on a cité tout à l'heure, qui a fait quand même bouleverser cet écosystème et cet équilibre. Aujourd'hui, nous avons quand même des risques d'inondation, des risques pour nos terres agricoles. Et qui dit terres agricoles aussi, c'est mettre en péril notre sécurité alimentaire. Bien sûr. Le président de la République, à travers son programme, donc avec le phénomène de sécheresse, donc il a fait accélérer l'installation des stations de dessalement de mer, mais parce qu'il y a quand même une pression énorme. Au niveau méditerranéen, au niveau des côtes, il y a plus de 150 millions d'habitants, plus de personnes qui vivent au niveau de ces régions. Voilà. Les ménages ont besoin d'eau courante tous les jours. Alors, ça veut dire que vous avez une frange côtière très courte, avec une masse très importante, ça veut dire plus de bouches à nourrir, plus de problèmes à gérer, plus de pollution, etc. Donc, au fait, c'est une équation vraiment, ce qu'on appelle des équations explosives. Et c'est là qu'il vient, donc on ne va pas rester quand même sans faire rien du tout. Il y a quand même des solutions innovantes et on fait référence justement à l'économie bleue. On peut utiliser les services et les activités des différents secteurs sans nuire justement à l'écosystème. On permettra sa durabilité en gardant les activités et les emplois, tout en pensant bien sûr aux générations futures. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette question aussi de durabilité. Et on parle aussi de la résilience. Assez souvent, on entend donc la résilience, c'est augmenter notre système immunitaire. Le milieu marin, de la même chose. Aujourd'hui, le milieu marin, elle a cette capacité justement de s'adapter aux différents phénomènes, mais il y a une certaine limite. C'est comme une personne qui est en bonne santé, quand il attrape par exemple un rhume, il peut se rétablir rapidement. Mais si vous avez des couches de pression et de pollution, de stress, vous avez quand même du mal à récupérer. Au contraire, peut-être vous risquez d'avoir des maladies plus graves. Vous donnez toujours des exemples concrets, c'est bien. Voilà, pour que les gens essaient de mieux comprendre. Alors, on a l'impression que l'eau de mer est une source intarissable. Et pourtant, on arrive à en puiser, mais bon, certaines terres disparaissent aussi au niveau mondial. On voit ce déséquilibre carrément. Oui, effectivement, le phénomène d'élévation du niveau de la mer, c'est quelque chose qui est inquiétant. Au niveau méditerranéen, la moyenne... On surveille même chez nous le niveau de la mer. Oui, la moyenne actuellement au niveau méditerranéen est de 40 cm. Vous allez me dire que 40 cm c'est peu, mais moi personnellement je vous dis que c'est grand. Parce qu'il ne faut pas comprendre les 40 cm comme ça, mais il faut voir sur la distance. C'est ça. Je vous cite deux exemples. Au niveau de Bijaya, il y avait dans la plage qui est à côté de la piste d'atterrissage, il y avait quand même un phénomène d'érosion très énorme, donc où la piste d'atterrissage était à risque. Justement, et il y avait ce phénomène d'érosion, donc le recul de trait de côte a fait qu'aujourd'hui, la piste d'atterrissage était vraiment en danger. Donc les autorités publiques étaient dans l'obligation d'installer des ouvrages de protection, des quais de protection pour protéger justement la piste d'atterrissage de l'aéroport, pour freiner justement cette avancée. Pourquoi on est arrivé là aujourd'hui? Aujourd'hui, les constructions, parce que la côte, elle a un certain équilibre naturel. Dès que vous puisez quelque part, la côte va avancer quelque part. Donc il y a un budget qui doit respecter et il y a une loi littorale qui a été faite, mais les gens quand même qui ne respectent pas. Donc aujourd'hui, on est appelé donc à parler toujours de ces différents stress et de trouver un mécanisme de travail. D'abord, l'Algérie, si je remonte sur les 30-40 dernières années, on n'avait pas toutes ces activités en mer. On n'avait que les activités classiques, la pêche, portuaire, quelques activités militaires, mais aussi peut-être de plongée. Mais aujourd'hui, il y a d'autres activités émergentes. On parle de l'aquaculture, on parle de la biotechnologie marine qui a un potentiel très énorme pour tout ce qui concerne pharmaceutique et le cosmétique, qui n'est pas encore exploité à 100%. Donc il y a beaucoup de startups qui ont été créées. Il y a les sports aussi, les sports nautiques. Il y a aussi de l'archéologie. Aujourd'hui, il y a un savoir et une histoire derrière. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs activités. Mais comment toutes ces activités devraient aussi vivre en harmonie. Donc il faut aller vers une planification de l'espace maritime. Il faut avoir de la régulation. D'abord, aujourd'hui, par exemple, sur le côté terrestre, je pense que nous avons tout l'arsenal juridique et réglementaire qu'il faut pour régler un problème. Donc s'il y a un problème entre un secteur, un citoyen ou autre autorité, les gens peuvent décider facilement. Mais en mer, c'est difficile. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut peut-être renforcer aussi les textes réglementaires qui existent. Il faut aller avoir une vision prospective qui permettrait de cohabiter toutes ces activités
tout en permettant la préservation de l'emploi et de l'écosystème. La pêche est réglementée, heureusement d'ailleurs. On voit chaque année le phénomène, bien sûr, de la pêche du thon. Aujourd'hui, chaque pays a son quota, donc tout va bien normalement. On a pu remarquer aussi l'invasion des algues cette année. C'est un phénomène mondial, mais surtout en Méditerranée, ça a été plus accentué cette année, cet été. Effectivement, l'algue brune, Rugulopterus ochromara, c'est une espèce qui a quand même, elle n'a pas apparu dans toutes les plages, mais au niveau de quelques plages. Bon, le phénomène lui-même, il est en cours d'étude parce qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est cette raison. Est-ce que c'est à cause des corans? Est-ce que c'était à cause des transports maritimes? Des bateaux. Donc il y a plusieurs pistes à explorer. Et quelque part aussi, en tant que scientifique, nous sommes aussi en train de réfléchir aux solutions basées sur la nature. Parfois, quand il y a une apparition d'une espèce, je vais citer l'exemple des crabes bleus. D'accord. C'est une espèce qui apparaît donc, au niveau méditerranéen, donc elle est même arrivée en Algérie depuis presque 2017. Mais c'est une espèce aussi qui peut être une opportunité pour des pêcheurs parce qu'on peut le vendre et ça se vend bien et c'est très prise. Mais est-ce que le cas aussi pour ce genre d'algues? Peut-être ça peut être un potentiel biotechnologique qu'on peut valoriser effectivement pour les cosmétiques, dans l'agroalimentaire, les coproduits. On a aussi une communauté très forte d'asiatiques. Effectivement, tout à l'heure vous parlez d'ailleurs des startups. Aujourd'hui, donc même à partir des problèmes, on peut créer des solutions. Des solutions qui peuvent non seulement régler les problèmes de cette expansion, mais tout en générant aussi des revenus. Bien, par exemple aussi pour l'agriculture, ce serait de très bons engrais aussi pour l'agriculture. Ils sont riches d'ailleurs en pas mal de composés minéraux et des vitamines. Effectivement, donc tout ça, ça nécessite donc un travail de recherche pour qu'on puisse explorer développer davantage la spiruline, qui est une algue qui a de nombreux bienfaits en matière de protéines. Voilà, parlons de la spiruline justement. Donc, il y a eu des essais d'ailleurs. Non, ça a été maîtrisé. Au niveau de notre établissement, on était presque parmi les premiers qui a maîtrisé le développement et la culture de la spiruline, qui est un petit peu maintenant répandue. Même à Tamanrasset, mais on a énormément d'ailleurs contribué pour le renforcement de notre sécurité alimentaire. On a parlé des problèmes de la pêche, de la réduction un petit peu des stocks méditerranéens de façon générale, etc. Et par rapport à cela, nous avons donc notre politique sectorielle. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a sa politique de sécurité alimentaire. Et le CNRDP, à travers ses programmes de recherche, nous avons quand même développé d'autres cultures. Et donc l'aquaculture actuellement qu'on voit, que ce soit marine et continentale, a été fait quand même objet de recherche qui a fait aujourd'hui, a permis le développement de l'aquaculture quand même assez massivement. Nous avons de l'aquaculture par rapport à la culveticulture et il y a de l'aquaculture intégrée à l'agriculture, notamment l'élevage de tilapia, qui est un petit peu quand même démocratisé et popularisé au niveau de tout le territoire national. Et récupérer l'eau des bassins pour pouvoir la donner à l'agriculture. Un système de recirculation. Voilà, c'est une très bonne recyclerie, bien sûr. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous. Vous allez suivre la rubrique de notre amie Samira. Elle aussi s'intéresse encore une fois à cette fois-ci, ce matin, à notre environnement. On va aller du côté de Tamanrasset. C'est tout de suite après ça. Patrimoine, j'aime bien coller avec l'actualité de nos invités. Le patrimoine, bien sûr. Oui, une très belle destination. Ma ville de cœur, Tamanrasset, la Teftest à Tamanrasset, c'est un massif de montagnes, donc de plusieurs montagnes. On a des images, j'espère qu'on va les voir passer. Alors, c'est localisé au nord de de Tamanrasset. C'est à 250 km du centre de Tam, on va dire. Voilà. Donc, ce sont des montagnes, c'est très beau. Oui, exactement. C'est, comment on va dire, c'est magique. C'est un panorama d'exception. C'est un endroit qui est très aimé alors par les touristes, par les nationaux, comme par les étrangers, pour aller faire du trek, pour aller faire de la marche. De la randonnée. De la randonnée, exactement. Pour faire du camping, du bivouac, tout simplement. Donc, c'est au cœur de Tamanrasset. On a pu voir la carte. Voilà, c'est un paysage donc, granitique avec une géomorphologie. Qu'est-ce qui le rend spectaculaire? D'abord, ça s'étend sur la zone que le ministère de la Culture, donc le CNRPH, veut classer au patrimoine mondial. C'est une zone qui s'étend sur 10 000 km. Donc, il y a énormément de montagnes. Il y en a alors, on va préciser que
La Teftes culmine à 2336 mètres d'altitude. Si on devait la comparer, on la compare avec le mont aussi, la montagne. Je suis désolée, je vais le dire, In Akulmu. Voilà, et Loudan, ce qu'ils appellent Garit el-Jenoun. On peut penser qu'il y a des génies dans le désert, mais il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de djinn. C'est le vent, il y a beaucoup de vent et tout. Donc, il y a justement, en parlant de vent, il y a beaucoup d'érosion, sachant qu'il y a à peu près, dans ce massif, il y a à peu près, d'après les études et les recherches qui ont été faites à partir de 1935, il y a eu 200 stations de gravures rupestres, de dessins qui ont été mises à jour ou révélées, où ils ont travaillé dessus. Dans la région. C'est peu. Je suis persuadée qu'il y en a encore beaucoup plus. Donc, qui travaillent dessus? Les archéologues, les écologues aussi, puisque c'est les géologues. Exactement. Ce qu'on voit, c'est le guépard. Le guépard, qui est une espèce très importante, elle est en voie de disparition. Mais on l'a vu cet été, ça a été filmé. On rappelle notre ami Monsieur Belbachir, qui était venu. C'est un scientifique qui a fait agronomie, qui est donc spécialisé en zoologie, qui est resté avec toute son équipe pour guetter justement ce guépard, la réapparition de ce guépard. Exactement. Donc, il est à Tamanrasset, il a été filmé. Il y a aussi les zones humides, donc, qui s'étendent sur plus d'une centaine de kilomètres. La Teftes sert d'étape aux oiseaux migrateurs qui se dirigent en fait ou qui viennent de l'Afrique subsaharienne. En fait, voilà, c'est une étape. Donc, ça aussi a fait qu'en 2020, cette zone a été, je vais le dire, déclarée, intitulée « Autres mesures de conservation efficaces par zone ». C'est AECEM. Voilà, AECEM. Les scientifiques parlent toujours de recherche, bien sûr. Exactement. Donc, pourquoi il faut le classer? Parce que c'est un site d'exception. Donc, écologique, archéologique, ça raconte l'histoire des femmes et des hommes, des cultures, de tout l'environnement, du changement climatique, des climats, sur plus de 10 000 millénaires, sur je ne peux pas dire des centaines d'années, non, c'est rien du tout, des centaines d'années. Donc, c'est très ancien, et donc à travers les dessins, bien sûr, on a le quotidien des habitantes. Et puis sur la roche, il y a des choses qui sont marquées que nous, peut-être simples citoyens ne lisent pas, mais que les spécialistes lisent, et ça raconte aussi l'histoire du monde. Et pas seulement l'histoire de l'Algérie, c'est tout ce qui s'est passé sur des milliers d'années à travers le monde. C'est un roc, hein, vraiment, c'est une roche granitique qui est vraiment typique de la région. C'est un décor lunaire aussi, presque. Toute la région est belle à voir. C'est spectaculaire, c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie par les Algériens. C'est très très prisé par les étrangers. Janet est prise d'assaut maintenant. Janet, qui est à 400 km de Tamanrasset, elle est prise d'assaut par les touristes étrangers toute l'année. Avant, c'était juste la période, on va dire, automne-hiver. Et maintenant, c'est des endroits qui sont visités toute l'année. On espère la même chose pour Tamanrasset. C'est différent, mais c'est pareil. El Tassi des Nadja. Tamanrasset, c'est le Hogar. Las Crème, bien sûr. Justement, la Teftes, c'est sur la route de l'Atakor. On peut y voir encore des animaux sauvages. C'est très, très, très beau à voir. Très beau à voir, voilà. Donc, ils ont décidé de déposer en début de cette année, avril-mai, un dossier pour que... Sinon, c'est classé, hein, les parcs existent. C'est un parc naturel, donc il est déjà classé. Voilà. Il y a un office, c'est Mahmoud qui est directeur de cet office et qui s'occupe très bien du parc. Mais donc, le parc est classé, mais il y a des zones assez particulières. C'est une immensité, c'est un territoire immense à Tamanrasset. J'ai envie de dire, c'est la moitié du pays. Et donc, il y a énormément de choses à l'intérieur qu'il faut classer, répertorier, et qui rendent aussi, il faut le rappeler, c'est pas des petites choses, c'est des éléments qui rendent unique le patrimoine algérien, qui font de l'Algérie un pays unique. C'est des choses qui n'existent pas ailleurs. Donc, qu'on identifie, qu'on documente et qu'on classe
pour protéger, bien Tout sûr. à fait. Il y a du tourisme, des gens qui C'est bivouaquent la première là-bas. des choses. D'abord, pour information... Sensibiliser surtout la population, Oui, surtout pour la les protection. locaux, pour la protection et les touristes aussi. C'est protégé, c'est surveillé, mais c'est tellement immense que c'est impossible de... On va dire, on ne va pas suivre les gens au pas, c'est pas possible. Mais c'est pour faire prendre conscience de l'importance de ce patrimoine. Il y a l'érosion naturelle, mais il y a aussi la main de l'homme qui peut être parfois... criminelle. Hein, voilà. La dégradation, c'est vraiment un acte criminel. Exact. Et rappeler que c'est un endroit qu'on ne peut pas visiter comme ça, on prend sa voiture, on y va. D'abord, c'est dangereux pour la personne, c'est immense. On peut se perdre. On peut se perdre et on peut rapidement mourir à cause de l'eau. Si on n'a pas d'eau, au bout de, je crois, moins de 24 heures, on peut, selon la température. Donc, il faut toujours prendre une autorisation du parc, donc de l'office du parc qui est au centre de Tamanrasset pour pouvoir visiter une agence de voyage, un guide, enfin une équipe. Il ne faut pas y aller avec sa voiture. À l'aventure. C'est dangereux. Et en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a des gravures rupestres. Il y a malheureusement parfois, mais c'est puni par l'État et c'est très, très, très sévère. Tout à fait. Très sévère quand on décroche ou qu'on prend des choses. Ça va à des peines jusqu'à 30 ans de prison. C'est pour effrayer les gens. Tout à fait. Et même nos services douaniers donc, sont aussi formés dans ce sens. C'est-à-dire qu'on reconnaît tout et tant mieux d'ailleurs. Hein, pour ce qui est donc, si on devait dégrader ou voler ou détourner carrément quelques objets qui appartiennent à notre beau désert. Voilà, donc c'est une région assez particulière. C'est alors en termes de biodiversité, la faune et la flore, parce que on croit qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a de l'eau. Il y a eu un changement climatique. Il y a eu des pluies. Il y a eu beaucoup de pluie et que on a vu des fleurs. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, des parterres de couleurs magnifiques. Exactement. C'était vert et rouge. On est habituellement dans, bon, à la base, certainement c'était la savane. Il y avait la mer. C'est impossible que c'était sec comme ça il y a des millions d'années. Mais les images qu'on a de cette région depuis ces dernières années sont spectaculaires. Exactement. Spectaculaires. Eh bien, vous rejoignez bien sûr ce que dit notre chroniqueuse ce matin pour ce qui est donc la préservation de notre pour la biodiversité. Juste pour répliquer, effectivement, même pour la partie marine, parce que nous avons une loi sur les aires protégées, que ce soit terrestres ou marines. Aujourd'hui, même pour la partie marine, nous avons quand même pas mal d'aires protégées qui sont installées, que ce soit l'île Rishkoun, Abibas, Indour et le Bondikabi, peut-être aussi il y en a d'autres. Je pense que l'ensemble, peut-être il faut multiplier ce genre d'aires protégées pour préserver justement notre biodiversité et notre écosystème. Je pense que quand même, il faut aller dans cette optique, bien sûr. Et puis rappeler aux gens, quand ils voient un shot ou une guelta et tout, c'est pas des piscines. Il ne faut pas nager, c'est utile. D'abord pour les animaux qui viennent y boire. Et puis, le simple fait de nager, c'est sympa, mais ça nuit énormément, ça crée de la sécheresse. Ça peut, en fait, en contribuer à assécher l'endroit. C'est pas bien, il faut pas. Exactement. Même si on peut pas résister, c'est pas bien. Nagez pas dans les gueltas. Voilà, il faut respecter surtout et suivre toujours ce que disent donc les locaux et c'est eux qui savent tout pratiquement, bien sûr, avec les scientifiques qui sont là pour donner quelques indications précises concernant donc les recherches scientifiques. Ce sont des recherches au niveau mondial, hein, parce que vous travaillez en corrélation aussi avec des chercheurs du monde entier donc pour ce qui concerne notre nature. Effectivement, d'ailleurs même nous au niveau du CNRDPA, assez souvent on participe au groupe de travail régional pour qu'on puisse justement mettre nos données avec les données des autres, pour qu'on puisse comparer à travers les mêmes protocoles, on travaille avec les mêmes méthodes, avec les mêmes instruments scientifiques, pour qu'on puisse d'ailleurs pouvoir comparer nos résultats. Et ça c'est très important pour qu'on puisse fournir justement une donnée fiable. Donc quand même cette donnée ça coûte énormément cher, donc pour fournir une donnée fiable, donc il y a quand même beaucoup de chaînes de valeur qu'il faut respecter derrière en termes de maintenance, en termes des instruments, le choix, la calibration, aussi de la formation des gens. Et sur cet aspect peut-être qu'on a mal négligé, mais aujourd'hui c'est vrai quand on parle de la journée de la côte, c'est vrai c'est une journée, on célèbre une journée pendant une journée de l'année, mais finalement c'est un travail de toute l'année. Et puis les jeunes, justement, aujourd'hui, je pense le renforcement des capacités, ce qu'on appelle les capacités bleues. Au niveau des universités actuellement, on assiste à une refonte des programmes universitaires. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, qui n'existaient pas auparavant. Le journalisme, aujourd'hui, par exemple, nous avons un journaliste scientifique spécialisé du milieu marin, des caravans bleus, ou peut-être autre chose. Donc tout ça, c'est des nouveaux métiers émergents qui viennent justement s'associer à cette inertie en termes d'accompagnement, de protection, de sensibilisation. Surtout la question de sensibilisation.
communication. Tout à fait. Parce que vous avez cet art justement de passer le message de façon très simplifiée à travers des images, des vidéos. Voilà, c'est important. Voilà. Nous, on le fait souvent dans notre émission, et tant mieux, heureusement, parce que nous sommes très proches donc, de notre nature, il faut savoir la préserver, et surtout donner la chance, donner la parole aussi aux scientifiques qui sont en mesure de nous donner des véritables outils donc, de compréhension. Merci beaucoup. Je rappelle donc Monsieur Samir Bachouch, vous êtes donc chercheur en économie bleue, chercheur au niveau du CNDPA, c'est cela, Centre national donc, de développement de la pêche et de l'aquaculture, de recherche et de développement de l'aquaculture C'est un et de la centre pêche. qui date quand même de 1921. Voilà. Nous avons plus qu'un siècle et 4 ans. Voilà, c'est magnifique. Ça a été très bien repris. Et ils ont un prix pour les médias et journalistes qui contribuent à tirer, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, à récompenser les journalistes qui travaillent sur l'environnement, et qui tirent les sonnettes d'alarme sur ce qui est menacé, sur ce Donc, il y a un prix. Vous avez été lauréate. Oui, en 2021, il y a eu beaucoup de collègues après moi qui ont eu Super. le prix. Voilà. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Moi j'aurais voulu savoir si un jour on peut avoir un ou plusieurs musées subaquatiques en Algérie. Parce qu'on a un patrimoine. C'est la fin. Juste rapidement, répondez-nous. Nous avons déjà une réflexion, ça fait 3 ans. Il y avait quelqu'un qui a proposé cette idée, mais comme ça nécessite des financements énormes, mais c'est une idée en tête. On en reparlera en détail. Merci beaucoup à vous. Bon courage pour tout ce que vous faites et à très bientôt. Samira, merci beaucoup. On se retrouvera vendredi, Inch'Allah. Et bien, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous sur Canal Algérie. N'oubliez pas, juste après le Bonjour d'Algérie, vous aurez le plaisir de retrouver Marie Moussaïd dans sa rubrique L'Instant Matin. Bien sûr, aujourd'hui, elle recevra Sayan pour parler donc du FIBDA. Et puis, n'oubliez pas, demain, vous aurez l'occasion de suivre Smaïl Belkhaïdi à travers la station régionale de Constantine. Mercredi, Oran avec Iman Mahrougras. Le jeudi, ça sera Béchar. Et bien sûr, vendredi, on reprendra avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Excellente journée à vous tous. Au revoir. زينة أرض جدادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا في أرض بلادي مرحبا بالضيف لي جا زارنا زارنا في أرض جدادي